Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélien-Pepien. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire de Laurentides, d'une partie de Lanaudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine avec le festibiaire de la municipalité de Mont-Blanc qui sera de retour en force au Parc de la Gare cette année à la mi-juin, soit les 13 et 14 juin, que les amateurs de bière pourront se rassembler et visiter les kiosques de microbrasseries qui iront leur faire découvrir leurs produits. Et que dire des spectacles en soirée Help, hommage à The Beatles le vendredi et les colloques ensemble avec des membres du groupe original le samedi. La programmation complète sera dévoilée en avril. Surveillez les publications pour connaître tous les détails et réservez vos dates. La municipalité de Mont-Blanc propose à ses résidents l'Infostin, son infolettre officielle, afin de diffuser les nouvelles locales, les événements à venir et les services municipaux offerts. Ce bulletin numérique constitue un outil privilégié pour demeurer au cœur de la vie communautaire et suivre l'actualité municipale. L'abonnement est simple et accessible en tout temps en cliquant sur le lien situé au bas de la page d'accueil du site Web de la municipalité. La Ville de Mont-Tremblant informe la population que des travaux seront réalisés à l'intersection de la rue Napoléon et de la montée Ryan dans le cadre du prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires dans ce secteur. Ces interventions sont prévues pour les lundis 31 mars et mardi 1er avril prochains, dans le but d'assurer la sécurité de tous et de réduire les désagréments. Une signalisation appropriée sera installée et des itinéraires de circulation alternatifs seront proposés. Les usagers et usagères de la route sont invités à respecter la signalisation en place et à anticiper d'éventuelles déviations. La collaboration de tous et de toutes est appréciée afin de faciliter le bon déroulement des travaux. Il est recommandé de planifier les déplacements en conséquence. Dans une volonté de préserver l'environnement et d'améliorer la qualité de vie, la Ville de Mont-Tremblant a adopté 2 plans structurants. Le plan d'action en foresterie urbaine et le plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels. Ces initiatives s'inscrivent dans des objectifs du plan stratégique 2024-2028. Le plan d'action en foresterie urbaine vise à améliorer le couvert forestier des secteurs centre-ville et village, à lutter contre les îlots de chaleur et à accroître la résilience face au changement climatique. Il propose des cibles ambitieuses, déjà soutenues par des actions concrètes, telles que la révision du plan d'urbanisme et la planification de nouvelles plantations pour 2025. Le plan directeur de conservation identifie les milieux naturels prioritaires à protéger en cohérence avec l'objectif gouvernemental de protéger 30 % du territoire québécois d'ici 2030. La Ville vise à préserver 40 % de son territoire par le biais de démarches auprès des propriétaires et d'initiatives de sensibilisation. Ces 2 plans, intégrés au plan climat et environnement de la Ville, témoignent d'un engagement ferme en faveur du développement durable et de la biodiversité. Pour plus d'informations, il est possible de joindre le service de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Tremblant au 311 ou au 819-425-9614 ou encore une fois à l'adresse environnement@villedemonttremblant.qc.ca. Fidèle à sa politique culturelle adoptée en 2024, la Ville de Mont-Tremblant annonce son intention de concrétiser plusieurs projets porteurs pour renforcer le dynamisme culturel de la communauté. En partenariat avec le programme Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec, ces initiatives visent à promouvoir l'accès à la culture, la créativité et les spécificités locales. Grâce à un soutien financier du ministère pour une somme de 27 250 $ pour 3 ans, complétée par une contribution égale de la Ville, 3 projets significatifs verront le jour au cours des prochaines années, visant à enrichir l'expérience culturelle des citoyens et citoyennes de tous âges pour un budget total de 54 500 $. D'abord, une étude stratégique sur le développement culturel sera réalisée en 2025 dans le secteur village, financée à la hauteur de 20 000 $. Cette démarche a comme objectif d'identifier les éléments qui contribuent au dynamisme de ce secteur et de mettre en valeur des attraits touristiques et patrimoniaux, notamment par des événements. D'ailleurs, parmi ces initiatives, un festival de cirque sera organisé dans le secteur village cet été. Plus de détails suivront pour annoncer cet événement qui risque d'être l'un des moments forts de cet été dans le secteur village. En collaboration avec la bibliothèque, les animations littéraires sont prévues dans les parcs en 2026 pour sensibiliser les jeunes à la lecture.
Des activités d'animation littéraire et un service de prêt de livres pour les aînés seront également organisés en 2027, visant à briser l'isolement et promouvoir l'accès à la littérature auprès de cette clientèle. Un comité de travail en culture, composé d'une dizaine de citoyens et de professionnels engagés, accompagnera la Ville dans la mise en place de divers projets. Ce comité travaillera en priorité à développer le plan d'action de la politique culturelle afin de structurer et de pérenniser ces initiatives. Pour en savoir plus sur les initiatives culturelles de la Ville, consultez la politique culturelle sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. Du 25 juin au 22 août, le camp de jour de la Ville de Mont-Tremblant revient avec une offre bonifiée pensée pour offrir aux enfants une saison estivale remplie de découvertes, d'aventures et de plaisir. Afin de mieux répondre aux attentes des familles, plusieurs changements ont été apportés à l'offre de services. La Ville a confié la gestion du camp à Gestion Vincent et Limoges, un partenaire expérimenté, sélectionné à la suite d'un appel d'offres rigoureux. Bien que les camps spécialisés ne soient pas maintenus cette année, ce partenariat permettra de proposer une expérience enrichissante à tous les enfants de 4 à 12 ans, axée sur la créativité, la diversité des activités et une meilleure utilisation des infrastructures de plein air. Parmi les améliorations, notons une saison prolongée comptant 8 semaines et 3 jours, une programmation variée et stimulante, ainsi qu'un service d'accompagnement pour soutenir les familles ayant des enfants avec des besoins particuliers, favorisant ainsi une expérience inclusive et accessible à tous et à toutes. De plus, les tarifs ont été ajustés pour offrir un excellent rapport qualité-prix aux familles. L'accessibilité financière étant une préoccupation majeure des familles, la Ville a augmenté significativement son soutien financier, permettant ainsi de proposer des tarifs compétitifs et de minimiser l'impact des coûts sur les familles. Pour les résidents et détenteurs de la carte Accès, le forfait saison complète de 8 semaines et demie est de 499 $ et le tarif hebdomadaire est de 93,50 $. Pour les détenteurs de la carte Expérience et autres, le tarif proposé sera de 1 796 $ pour la saison complète et de 215 $ pour le camp à la semaine. Une 9e semaine, du 24 au 29 août, sera également offerte à prix réduit par rapport à l'an dernier. Le service de garde sera payable à la semaine ou pour la saison complète de 8 semaines. La grille tarifaire complète sera disponible, disponible depuis le 26 mars sur le site web de la Ville. Une rencontre d'information avec le fournisseur Gestion Vincent et Limoges se tiendra en ligne le 7 avril à 19 h. Cette séance permettra aux parents de découvrir la programmation type d'une semaine de camp et les aspects logistiques. Gestion Vincent et Limoges est actuellement en période de recrutement afin de constituer son équipe d'animation pour l'été 2025. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec l'organisme au 1-855-477-3003. Malgré une opposition marquée de la population, des municipalités, de la communauté métropolitaine de Montréal et de plusieurs acteurs environnementaux et agricoles, le gouvernement du Québec s'apprête à faire adopter le projet de loi 93 sous bâillon. Ce procédé parlementaire permettra au gouvernement de suspendre les règles habituelles afin d'accélérer l'adoption du projet de loi sans étude préalable. Ce projet de loi obligerait la Ville de Blainville à céder un terrain au gouvernement qui serait ensuite loué à l'entreprise Stablex. Celle-ci pourrait alors procéder à l'abattage des arbres sur le site et y traiter des matières dangereuses pour une période pouvant aller jusqu'à 40 ans sans être soumise à la réglementation municipale ou régionale. La loi empêcherait également tout recours judiciaire en cas de dommages. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a indiqué dans son rapport que l'adoption du projet de loi 93 n'entraînerait aucune réduction des nuisances malgré l'éloignement du site des zones résidentielles. Dans un dernier effort, les dirigeants de la CMM et de la Ville de Blainville ont rencontré le 21 mars les ministres responsables afin de proposer une alternative conforme aux recommandations du BAP. Celle-ci prévoyait un amendement à la réglementation de la CMM permettant à Stablex d'exploiter un site appartenant au gouvernement pour 24 ans, tout en ajoutant 123 hectares de milieux humides protégés sur un terrain municipal. Cette solution a été refusée par le gouvernement. En réaction, la Ville de Blainville et la CMM déposeront une demande en injonction afin de suspendre l'application de la loi 93 dès son adoption. Par ailleurs, le comité exécutif de la CMM a mandaté sa commission de l'environnement et de la transition écologique pour dresser un portrait régional de la gestion des matières dangereuses résiduelles et élaborer une stratégie en la matière. La Ville de Blainville participera activement à ce mandat.
Le 27 mars, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à assurer une plus grande équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnée. Ce projet de loi vise à éliminer les barrières liées à la langue, à la culture ou à la religion et à garantir que la moitié des places disponibles soient accessibles à tous les enfants. Une politique d'admission unique et nationale serait instaurée, remplaçant les quelques 2000 politiques actuellement en vigueur. Seuls 6 critères de priorisation seraient permis en lien avec les principes d'égalité des chances, de mixité sociale et de conciliation famille-travail-études. Ce projet s'inscrit dans la continuité du grand chantier pour les familles et prépare le lancement du nouveau portail d'inscription au service de garde, prévu pour l'automne 2025. Les critères de priorisation concernent notamment les enfants ayant besoins particuliers, ceux vivant en situation de précarité ou encore ceux dont les parents poursuivent des études, travaillent auprès d'un employeur partenaire, résident sur le territoire d'une municipalité partenaire ou sont d'origine autochtone. Le projet de loi prévoit également des dispositions encadrant l'admission des fratries, la transition entre cohortes dans les garderies non subventionnées et le rôle accru des bureaux coordonnateurs en matière d'évaluation de la qualité éducative. La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, dresse un bilan favorable du grand chantier pour les familles lancé en octobre 2021 afin de compléter et de moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis le lancement de cette initiative, près de 30 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à travers le Québec, auxquelles s'ajoutent 15 000 places en cours de réalisation. Près de 10 000 places non subventionnées ont également été converties, un rythme de création sans précédent dans l'histoire du réseau. Des mesures structurantes ont soutenu cette croissance, notamment le Bureau d'accélération de projets, les projets pilotes en milieu communautaire et en entreprise, ainsi que des appels de projets pour la création de places immédiates. Ces efforts ont eu des effets concrets. Depuis 16 mois, le nombre d'enfants en attente d'une place subventionnée est en baisse constante par rapport à l'année précédente. D'ici 2027, la majorité des régions québécoises devraient avoir comblé leurs besoins en matière de places. Le grand chantier pour les familles, soutenu par un investissement gouvernemental de 6,4 milliards de dollars, repose sur 6 objectifs clés, dont la création de places, la consolidation de la garde en milieu familial et l'assurance d'une main-d'œuvre qualifiée. À ce jour, 34 des 45 actions prévues ont été complétées et les autres sont en cours de réalisation. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'ajout d'un 4e volet au fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international. Ce nouveau levier financier vise à appuyer les événements d'affaires d'envergure internationale existants et récurrents ou dont la venue au Québec est déjà confirmée afin d'accroître leur portée et leur clientèle à l'échelle internationale. Ce 4e volet du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international permettra aux organisations de bénéficier d'un soutien financier pouvant atteindre 75 000 $ destinés à la mise en place de mesures concrètes pour attirer davantage de participants internationaux. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, des campagnes de promotion ciblées ou la participation à des événements internationaux à des fins de démarchage. Par ailleurs, pour les événements d'affaires récurrents au Québec, un incitatif additionnel de 100 $ par nouveau participant international s'ajoute comparativement à l'édition précédente. Cette aide peut être bonifiée en fonction de certains critères, notamment le lien avec un créneau d'excellence du Québec, une zone d'innovation, une grappe industrielle ou l'une des filières touristiques à haut potentiel identifiées par le ministère du Tourisme. La localisation de l'événement, la couverture des frais de transport régional des participants si ces dépenses sont assumées par l'organisateur. Ce nouveau volet s'ajoute aux 3 volets déjà en vigueur qui visent notamment à attirer des événements d'affaires d'envergure internationale encore non confirmés au Québec. Les volets 1 et 2, lancés en octobre 2023, soutiennent l'élaboration de plans d'affaires, de cahiers de candidature et d'activités de démarchage. Le volet 3, lancé en mars 2024, vise quant à lui à mettre en place des incitatifs pour attirer de tels événements au Québec. Rappelons que le Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international est doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars et s'inscrit dans le cadre du plan d'action Tourisme d'affaires 2023-2026 qui prévoit un investissement total de 25 millions de dollars. L'objectif est clair, stimuler les retombées économiques régionales de façon durable, positionner le Québec à l'échelle internationale et soutenir les filières stratégiques de l'industrie touristique.
En 2023, le tourisme d'affaires a généré plus de 2,2 milliards de dollars en retombées économiques avec plus de 2,5 millions de visiteurs, dont 30 % en provenance de l'international et 11,5 millions de nuitées enregistrées. Le gouvernement du Québec vise à porter ces retombées à 2,5 milliards de dollars d'ici 2026. Les organisations intéressées à déposer une demande sont invitées à consulter le guide du demandeur et à prendre connaissance des conditions et documents requis sur la page web du programme. Le Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international prendra fin le 31 mars 2026. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer 2 nouvelles initiatives à la bibliothèque municipale destinées à favoriser l'autonomie alimentaire, l'engagement communautaire et l'accès aux loisirs culturels. Depuis le 25 mars, la bibliothèque municipale accueille sa toute première édition de la bibliothèque de semences. Cette initiative vise à encourager le jardinage local et le partage de semences entre citoyens. Disposée dans des présentoirs situés devant le comptoir de prêt, une vaste sélection de semences de légumes et de fines herbes sera offerte gratuitement aux abonnés. Chaque abonné pourra se procurer jusqu'à 3 sachets par saison. Les semences proviennent de fournisseurs réputés tels que les jardins de l'Écoumène, Semences du Portage et la ferme coopérative Tournesol et Croque Paysage. Toutes les semences sont certifiées biologiques et adaptées au climat nordique laurentien. Les abonnés sont invités à proposer de nouvelles variétés au personnel du comptoir de prêt afin d'enrichir la collection. Les sachets non utilisés pourront être apportés à la bibliothèque pour une redistribution lors de la saison suivante. Afin de bonifier son offre culturelle et de favoriser l'accès aux loisirs pour l'ensemble de la population, la Bibliothèque municipale de Saint-Sauveur offrira également à compter du 1er avril un service de prêt de jeux de société. Près de 30 jeux neufs sélectionnés parmi les coups de cœur de libraires spécialisés et de boutiques de jeux seront disponibles. Cette collection comprend des jeux de cartes, de plateaux et de questionnaires répartis en 4 catégories d'âge, 0 à 5 ans, 6 à 9 ans, 10 à 13 ans et 14 ans et plus. Les jeux sont accessibles dans la section des romans adolescents et la collection peut également être consultée en ligne au besoin au mabiblio.ca. Le prêt de jeux de société est réservé aux détenteurs d'une carte adulte. Un jeu peut être emprunté à la fois pour une période de 4 semaines. Ce service s'ajoute à la limite d'emprunt de 20 livres et de 5 revues par abonné. Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec la Bibliothèque municipale au 450-227-0000 au poste 2700. Suite à l'adoption du règlement 601-2025 décrétant les règles sur la régie interne des séances du conseil municipal, les citoyens de Saint-Sauveur qui ne peuvent assister à la séance à l'hôtel de ville peuvent maintenant poser leurs questions en amont de la séance via un formulaire. Dans la foulée de la diffusion en direct sur Facebook des séances du conseil municipal, les citoyens peuvent maintenant poser leurs questions avant la séance via le formulaire intitulé « Poser une question sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur ». Les personnes souhaitant poser une question par écrit pour la séance ont jusqu'à midi le vendredi précédant la séance pour transmettre leurs questions. Le président de la séance répondra aux questions reçues au début de la séance lors de la période de questions. La période de questions étant d'une durée maximale de 30 minutes, les questions qui n'auront pas pu être abordées le seront lors de la séance suivante. Les questions posées en direct sur Facebook, quant à elles, seront répondues à même la publication si possible ou abordées lors de la séance suivante. La MRC des Laurentides lance un appel à proposition afin de trouver un nouveau partenaire pour occuper un bâtiment situé sur le site de l'ancienne pisciculture, un lieu patrimonial d'exception au cœur de la municipalité de Mont-Blanc. Soucieuse de préserver et de valoriser ce site unique, la MRC recherche une entreprise dont l'offre viendra enrichir l'expérience récréo-touristique de la région tout en respectant les principes du développement durable. Situé en bordure de la rue de la Pisciculture et du parc linéaire Le Petit Train du Nord, le bâtiment disponible représente une opportunité idéale pour les entrepreneurs souhaitant développer un service complémentaire aux activités existantes. Les propositions favorisant les services aux touristes, qu'il s'agisse de location d'équipements de plein air, d'un service de restauration ou encore d'une offre innovante répondant aux besoins des visiteurs, seront privilégiés. Cet appel à proposition vise à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat en proposant une offre de service qui viendra bonifier l'expérience de nombreux visiteurs de l'ancienne pisciculture. Le comité d'évaluation analysera les projets en fonction de leur originalité, de leur faisabilité et de leur capacité à s'intégrer harmonieusement au site tout en contribuant à son dynamisme économique.
Avec plus de 3 millions de touristes accueillis annuellement et une croissance démographique soutenue, la MRC des Laurentides est un territoire prisé pour son cadre naturel d'exception et son attrait récréotouristique. La récente réussite des entreprises Sentiers des Cimes Laurentides et Gourmet Sauvage, qui ont choisi de s'implanter sur le site, confirme l'attrait de cette destination unique. Le comité d'évaluation évaluera les propositions selon les critères déclinés dans le document d'appel à proposition. Consultez ce document sur le site web de la MRC des Laurentides. La date limite pour le dépôt d'une candidature est le 17 avril 2025. Revenez-nous après la pause. La MRC des Laurentides lance un appel à proposition afin de donner l'opportunité à des partenaires d'affaires de développer une offre de services entourant le tourisme canin sur le site du parc Éco-Laurentide de la MRC des Laurentides, situé dans la municipalité de Mont-Blanc, une terre publique d'exception dont elle assure la gestion. Le tourisme canin est également appelé le tout-tourisme. Ayant à cœur le développement durable de ces terres, la MRC des Laurentides souhaite favoriser un partenariat avec des entrepreneurs dont la proposition vise une complémentarité de l'offre récréotouristique existante sur le territoire de la MRC. Grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 3 du Fonds Région et Ruralité, cet appel à proposition s'inscrit dans une optique de revitalisation du site et d'élargissement de l'offre régionale en matière d'infrastructures canines. Les grands espaces que permet cette infrastructure régionale reconnue s'avèrent l'emplacement idéal pour offrir un service aux touristes qui soit axé sur le tout-tourisme. Les propositions qui impliquent des services à l'année seront favorisées par le comité d'évaluation de la MRC des Laurentides. Dans la volonté d'augmenter le nombre et la durée des séjours, la MRC des Laurentides souhaite bonifier l'offre existante avec l'attraction du tourisme canin. Déjà 2 locataires sont présents sur le site du parc Éco-Laurentides, soit les entreprises Les Refuges Perchés et Utopia. Le comité d'évaluation, composé des membres du comité signature innovation de la MRC des Laurentides, assisté d'un conseiller en développement économique, évaluera les propositions selon les critères déclinés dans le document d'appel à proposition. La clôture de l'appel à proposition sera le jeudi 17 avril 2025 à 15 h. Consultez le document de référence et téléchargez le formulaire de dépôt d'une proposition sur le site web de la MRC des Laurentides. Pour plus de détails, contactez Audrey Sans Chagrin en écrivant à A Sans Chagrin à commercial MRC des Laurentides, mrclaurentides.qc.ca. Chaque année, avec l'arrivée du printemps, les températures plus douces et la fonte des neiges entraînent un ramollissement important des chemins de terre et des voies privées. Cette situation représente un défi pour les véhicules de collecte des matières résiduelles qui peuvent endommager les chaussées ou créer des ornières en circulant sur des surfaces fragilisées. La MRC des Pays d'en Haut invite donc les propriétaires de chemins privés et les résidents de chemins non pavés à faire preuve de vigilance durant la période de dégel. Afin de préserver l'état des infrastructures, il est possible de demander la suspension temporaire du service de collecte des matières résiduelles sur une portion de rue. Dans un tel cas, les bacs de collecte peuvent être déposés à l'entrée du chemin, à un point d'accès praticable par les camions de collecte. Cette mesure permet de maintenir le service tout en limitant les impacts sur les chemins affectés par la boue et l'instabilité du sol. Pour signaler une demande de suspension temporaire ou obtenir plus d'informations, les citoyens sont invités à communiquer avec la ligne InfoCollect en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut. La MRC des Pays d'en Haut et le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides s'associent pour lancer un projet pilote dont l'objectif est de briser l'isolement des personnes aînées vivant sur le territoire. S'inscrivant dans la stratégie nationale en prévention du suicide du gouvernement du Québec, cette initiative bénéficiera d'un financement non récurrent de près de 200 000 $ dédié aux initiatives visant la population de 65 ans et plus. Ce projet vise à mettre en place des actions concrètes pour favoriser la qualité de vie des aînés en leur offrant des espaces de socialisation et des services adaptés à leurs besoins. Le Conseil de la MRC a autorisé l'octroi d'une subvention totalisant 114 500 $ provenant de sommes résiduelles du Fonds Région et Ruralité pour soutenir 13 demandes d'organismes de la communauté qui répondent aux critères du Fonds résiduel ainsi qu'aux priorités d'intervention 2024-2025 de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer la qualité de vie.
En parallèle, 4 projets de développement de régie interne à la MRC seront financés via le fonds résiduel du Fonds Région Ruralité pour un total de 140 000 $. La date limite des sommes étant le 31 mars 2025, ces 17 initiatives et projets débuteront dès les montants octroyés et devront être complétés selon les dates prescrites en fin d'enveloppe, soit pour la fin de l'enveloppe, soit le 31 mars 2026. Également, le Conseil de la MRC a adopté la version finale de son plan d'adaptation au changement climatique, qui inclut un nouveau cadre d'intervention 2025-2035. Après l'adoption du plan d'adaptation au changement climatique préliminaire en mars 2024, la MRC a consulté ses municipalités et parties prenantes pour affiner et compléter son cadre d'intervention. L'objectif était de le rendre plus efficace en intégrant des actions basées sur les meilleures pratiques scientifiques et adaptées aux réalités locales du territoire. Ce plan d'adaptation au changement climatique est le premier volet du plan climat que la MRC s'est engagée à réaliser, et ce grâce au programme Accélérer la transition climatique locale. Au courant de l'année, la MRC entamera le deuxième volet de son plan climat, soit la réalisation de son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. La version finale du plan d'adaptation au changement climatique est maintenant disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en haut. Également, à la suite de nombreuses démarches entreprises auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce dernier a envoyé à la fin du mois dernier à la MRC des Pays d'en haut une autorisation conditionnelle pour installer une passerelle temporaire pour piétons et cyclistes là où le corridor aérobique enjambe le lac Saint-François-Xavier à Wentworth-Nord. Le Conseil mandate ainsi la MRC des Pays d'en haut à signer une entente de permission visant l'installation d'une telle passerelle et s'engage ainsi à respecter les conditions exigées dans la lettre et l'entente rédigée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ainsi, avec ce projet de passerelle temporaire, cette infrastructure récréotouristique essentielle, coupée en deux à la fin de la saison 2023, pourrait retrouver son rôle de lien. Face aux nouveaux tarifs douaniers américains, les entreprises des Laurentides doivent s'adapter à un contexte économique incertain. Pour les soutenir, le Service de développement économique de la MRC des Pays d'en haut, en collaboration avec Laurentides International, Connexion Laurentides et d'autres partenaires, lance un appel à l'action. Le Service de développement économique met à disposition des services gratuits pour aider les entreprises et identifier les meilleures options de financement, d'innovation et de diversification. André Genet, préfet de la MRC des Pays d'en haut, mentionne que ce soutien permet aux entreprises de renforcer leur résilience et de saisir des opportunités stratégiques pour assurer leur croissance. L'adaptation passe par l'optimisation des processus, l'adoption d'outils technologiques et la révision des chaînes d'approvisionnement. M. Genet ajoute que les entreprises doivent non seulement s'adapter, mais aussi repenser leur modèle d'affaires. Les entreprises sont invitées à contacter les conseillers du Service de développement économique pour bénéficier de ressources en financement, en innovation et en exportation. Le Service de développement économique de la MRC des Pays d'en haut réitère son engagement à accompagner les entrepreneurs vers une croissance durable et dynamique. Pour plus d'informations ou pour bénéficier d'un accompagnement, visitez le site web pdheconomique.com. Le service invite toutes les entreprises du territoire à prendre quelques minutes pour remplir un court sondage qui se trouve sur le site web de la MRC des Pays d'en haut. Le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle lance un appel de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts 2024-2025, volet intervention ciblée. Cet appel de projet se déroule jusqu'au 11 avril et vise l'aménagement forestier dans la région des Laurentides. Dans le cadre de l'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des forêts 2024-2027 pour la grande région des Laurentides, dont le renouvellement a été annoncé en octobre dernier, la MRC d'Antoine Labelle lance cet appel de projet afin d'identifier les projets régionaux à réaliser. Rappelons que l'entente regroupe 4 MRC, dont Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en haut et d'Argenteuil. Ces dernières ont désigné la MRC à titre de délégataire pour organiser la mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts pour un 4e mandat de 3 ans. Le programme d'aménagement durable des forêts ciblé a, entre autres, pour objectif la réalisation de projets d'aménagement forestier sur les territoires des Laurentides. Dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2024-2025, les dossiers admissibles sont les projets permettant de documenter différents enjeux liés aux préoccupations des tables de gestion intégrées des ressources et du territoire afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière, les projets de réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales, les projets de maintien et d'amélioration du réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs des terres,
les projets d'accompagnement des initiatives et de soutien à l'organisation d'activités visant à favoriser l'engagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Les promoteurs intéressés à déposer un projet doivent d'abord consulter le guide du promoteur et ensuite soumettre une demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes complètes doivent être transmises par courrier électronique à a.guérin@mrcdantoinelabel.qc.ca avant le 11 avril à midi. Le guide du promoteur et le formulaire de demande sont disponibles sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. L'octroi des aides financières aux projets admissibles sera possible conditionnellement à la recommandation des projets par les comités de priorisation, à l'adoption des projets par le Conseil de la MRC d'Antoine Labelle et l'approbation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Pour toute question ou information supplémentaire concernant l'appel de projet, les promoteurs sont invités à contacter le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle au 819-623-3485 ou encore une fois à l'adresse a.guérin@mrc-antoine-label.qc.ca. La MRC d'Antoine Labelle a lancé son huitième appel de dossier dans le cadre de sa politique de soutien aux organismes culturels visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 avril pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 $ dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 3 avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponible sur le site web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité est également disponible sur cette page. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, la politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi qu'à la recherche des sources de financement privées ou publics supplémentaires en culture. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel et du territoire de la MRC d'Antoine Labelle, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-label.qc.ca. La MRC d'Antoine Labelle, conjointement avec l'organisme École au champ, offrira des animations scolaires à la ferme aux écoles primaires du territoire. Cette action vise à soutenir le milieu scolaire dans le développement d'activités pédagogiques à la ferme. Les animations proposées dans le cadre d'une entente entre la MRC et École au champ, avec la collaboration des fermes participantes, permettront de mettre en valeur les métiers agricoles et les entreprises bioalimentaires du territoire, soit l'objectif 1 du plan de développement de la zone agricole. À ce jour, ce sont 11 classes du primaire issues de 4 écoles du territoire qui ont démontré leur intérêt à participer aux animations scolaires à la ferme. Prévues au printemps 2025, celles-ci incluront d'abord une visite des installations par l'agriculteur hôte qui présentera sa production, ses équipements, son fonctionnement de sorte que les élèves créent des ponts entre le contenu de leur assiette et la ferme visitée. Ensuite, une animation initiera les élèves aux différentes productions et métiers du monde agricole. Un contexte idéal pour tisser des liens entre les jeunes et les agriculteurs de la région. École au champ est un organisme à but non lucratif qui se consacre entièrement à l'éducation agricole, à une expertise liée aux sciences agro-environnementales. Il est un acteur important de l'éducation environnementale au Québec. L'organisme a développé du contenu qui répond aux normes du ministère de l'Éducation, facilitant la mise en place de ces activités pour le milieu scolaire. Ainsi, École au champ travaille auprès de la clientèle jeunesse pour inspirer la passion, cultiver le leadership et façonner l'avenir des jeunes à travers des programmes novateurs et des expériences immersives du domaine de l'agriculture. Si vous êtes un professionnel du milieu de l'éducation et aimeriez offrir ces animations dans votre établissement scolaire, contactez la chargée de projet en développement agroalimentaire de la MRC d'Antoine Labelle, Nadia Brousseau, au 819-623-3485 au poste 213 ou par courriel à pdza@mrc-antoine-label.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec l'Association de Balmol de Mont-Laurier, annonce l'ouverture des inscriptions pour la saison estivale 2025 de Balmol destinée aux jeunes de 6 à 17 ans. La période d'inscription se déroulera
La période d'inscription se déroulera du 2 avril à 18 h jusqu'au 18 mai à 23h45. Les parents sont invités à procéder à l'inscription de leur enfant en ligne par l'intermédiaire de la plateforme Amelia, accessible à partir du site web officiel de la Ville. La saison se tiendra du 19 mai au 12 août. Les entraînements auront lieu au pôle sportif de Mont-Laurier. Selon les groupes d'âge, les jeunes seront répartis comme suit. Les enfants de 6 à 9 ans s'entraîneront le mardi de 18h30 à 20h, ceux de 10 à 13 ans le lundi de 18h30 à 20h et enfin les jeunes de 14 à 17 ans s'entraîneront à la fois le lundi et le mardi de 20h15 à 21h45. Le coût d'inscription est fixé à 95 $ pour les résidents et à 133 $ pour les non-résidents, peu importe la catégorie d'âge. Il est à noter que des taxes s'appliquent pour les participants âgés de 14 à 17 ans. Un programme de rabais familial est offert aux résidents inscrivant plusieurs enfants. Ainsi, une réduction de 15 % est accordée pour un deuxième enfant, 50 % pour un troisième et l'inscription est gratuite à partir du quatrième enfant. Afin de bénéficier de ces réductions, toutes les inscriptions doivent être effectuées simultanément. Les inscriptions doivent se faire exclusivement en ligne via la plateforme Amelia. Il est fortement recommandé de créer un compte utilisateur avant l'ouverture officielle de la période d'inscription afin de simplifier le processus. Un tutoriel est disponible sur le site web de la Ville dans la section Loisirs et culture sous l'onglet Inscription aux activités sportives. Pour toute information complémentaire concernant les inscriptions, la facturation ou les rabais familiaux, il est possible de joindre la technicienne en loisirs au 819-623-1221 au poste 730 ou par courriel à l'adresse yterrien@villemontlaurier.qc.ca. L'Association de balle-molle de Mont-Laurier lance également un appel à la population pour combler des postes de bénévoles, des entraîneurs, des personnes pour l'accueil des joueurs et des membres pour le conseil d'administration sont recherchés. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l'association par courriel à l'adresse softball-mont-laurier@outlook.com. La Ville de Mont-Laurier et l'Association de balle-molle de Mont-Laurier invitent les jeunes à prendre part à cette activité sportive qui promet un été stimulant et enrichissant. Ce printemps, la population est invitée à poser un geste concret de solidarité en partenariat avec la collecte de sang organisée à Mont-Laurier. Donner du sang ne prend qu'une heure, mais cette heure peut faire toute la différence pour une personne en attente d'une transfusion ou d'un produit sanguin. C'est une occasion de mettre un peu de soleil dans la vie de quelqu'un et qui sait peut-être de prendre l'habitude de donner régulièrement. La collecte aura lieu le mardi 15 avril 2025 de 10h à 20h à la salle Cœur Immaculé de Marie située au 570 rue Panet à Mont-Laurier, au premier étage. L'objectif fixé pour cette journée est de mobiliser 250 donneurs. Emma Québec recommande fortement de prendre rendez-vous avant de se présenter sur place. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne à l'adresse emma-québec.qc.ca/prendre-rendez-vous ou par téléphone au 1-800-343-7264. La participation de chacun et chacune est essentielle pour assurer la stabilité des réserves de sang au Québec. Chaque personne qui décide de faire un don contribue directement à cette chaîne de solidarité. Pour celles et ceux qui hésitent ou craignent les aiguilles, il est important de savoir que le personnel sur place est qualifié et attentionné. Tout est mis en œuvre pour offrir une expérience rassurante, empreinte de respect et de bienveillance. Le sentiment de fierté qui suit un don est inestimable. Avant de se présenter à une collecte, il est recommandé de vérifier son admissibilité. Cette vérification peut être effectuée en communiquant avec le service à la clientèle d'honneur d'Emma Québec au 1-800-847-2525 ou en consultant la section « Qui peut donner du sang » sur le site web de l'organisme à l'adresse emma-québec.qc.ca. Avec l'arrivée de la crue des eaux, le gouvernement du Québec tient à rappeler d'importantes consignes pour se protéger et protéger sa résidence. Selon la gravité de la situation, vous pourriez avoir à accomplir certaines actions afin d'assurer votre sécurité, celle de vos proches, ainsi que la protection de vos biens. Suivez l'évolution de la situation auprès des ressources officielles d'information uniquement et respectez les consignes et les recommandations émises par les autorités. Consultez les sites Internet et suivez les comptes des médias sociaux des autorités concernées par l'événement, comme Urgence Québec ou encore une fois le gouvernement du Québec. Informez les autorités municipales de toute situation dangereuse, par exemple des objets lourds transportés par les flots. Prenez les précautions nécessaires en ce qui concerne vos installations électriques et au gaz. Si l'eau n'a pas commencé à envahir le sous-sol, coupez le courant dans toute la maison afin d'écarter tout danger d'électrification ou d'incendie. Assurez-vous de ne pas avoir les pieds sur un plancher humide et de ne pas être appuyé contre un objet métallique. Faites ensuite basculer l'interrupteur principal à la position d'arrêt. Si l'eau commence à envahir le sous-sol, ne touchez à rien. Communiquez immédiatement avec Hydro-Québec au 1-800-790-2424 pour faire interrompre le service.
Si une odeur de gaz est perceptible ou que vos équipements de gaz naturel sont brisés, communiquez immédiatement avec votre distributeur de gaz naturel. Si vous utilisez une génératrice, assurez-vous de bien connaître les règles d'installation et d'utilisation de votre génératrice. Suivez ces conseils si vous utilisez des appareils combustibles. Ces appareils peuvent dégager du monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore, incolore et potentiellement mortel. N'utilisez jamais à l'intérieur les appareils conçus pour l'extérieur. Ne faites jamais fonctionner vos appareils dans un endroit clos, même si la porte est ouverte. N'obstruez jamais les entrées et les sorties d'air de vos appareils. Procurez-vous des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile si l'alarme de votre avertisseur de monoxyde de carbone se déclenche ou si vous présentez des symptômes d'une intoxication. Agissez ainsi, quittez les lieux et composez le 911. Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur, même pour quelques minutes. Pour les installations septiques, coupez le système électrique qui alimente votre installation septique. Évitez d'utiliser votre installation septique pour prévenir le refoulement d'eau usée dans la résidence. Si vous avez un système de traitement certifié NQ3680-910, suivez les recommandations du fabricant ou du professionnel qui effectue l'entretien. Ne videz pas votre fosse septique ni votre fosse de rétention pendant l'inondation, car cela risque de les endommager. Ne circulez jamais sur votre installation septique avec un véhicule. Vérifiez que l'eau est potable. Si l'eau provient d'un réseau d'aqueduc, considérez l'eau comme potable, à moins d'avoir reçu un avis contraire des autorités municipales. En cas de doute quant à la couleur, à l'odeur ou au goût de l'eau, communiquez avec la municipalité avant de la consommer. Si l'eau provient d'un puits individuel, considérez l'eau comme non potable, c'est-à-dire impropre à la consommation, même s'il paraît clair et sans odeur. Tant que vous ne savez pas si l'eau du puits répond aux normes, faites-la bouillir à gros bouillon pendant 1 minute au moins avant de la consommer. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau embouteillée. Si vous soupçonnez une contamination chimique, abstenez-vous de consommer l'eau. De plus, il n'est pas conseillé de faire bouillir l'eau lorsque celle-ci a été exposée à une contamination chimique, notamment par des hydrocarbures. Dans cette situation, seule l'eau embouteillée est recommandée. Après une coupure de courant de plus de 6 heures, assurez-vous de la qualité de vos aliments avant de les consommer. Si vous êtes en danger ou si les autorités le demandent, quittez la maison. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre municipalité. Avant de partir, prenez avec vous les articles essentiels pour vous et chacun des membres de votre famille, soit les médicaments, les articles pour l'hygiène, des vêtements de rechange, des couvertures, de l'argent, des pièces d'identité, les clés de votre voiture et de votre maison, du lait, des biberons et des couches pour le bébé, des appareils électroniques et accessoires servant à leur branchement et des articles nécessaires au bien des personnes ayant des besoins particuliers. Mettez vos animaux de compagnie en sécurité ou amenez-les à l'endroit où vous êtes hébergé temporairement, si cela est permis. Si vous quittez votre domicile sans emmener vos animaux, indiquez leur présence sur la porte principale de votre domicile afin d'informer les premiers répondants. Informez vos proches et la municipalité de l'endroit où vous comptez trouver refuge. Gardez contact avec vos proches en utilisant préférablement des messages textes, les courriels et les médias sociaux. Vous laisserez ainsi le réseau téléphonique libre pour les appels urgents et les intervenants d'urgence. Avant de prendre la route, renseignez-vous sur les conditions routières en consultant le site Québec 511 ou par téléphone au numéro 511. Respectez la signalisation mise en place et les périmètres de sécurité établis par les autorités. Évitez de vous déplacer à pied ou en véhicule sur des chaussées inondées. Si vous devez utiliser un véhicule, conduisez prudemment et n'hésitez pas à l'abandonner si le moteur cale. Revenez-nous après la pause. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à compter du 14 avril prochain au remplacement du ponceau situé le long de l'autoroute 15 en direction sud à la hauteur de la rue Saint-Joseph ainsi qu'au bétonnage du ponceau passant sous la route 117 au nord de la rue Valiquette. Ces interventions nécessiteront la mise en place d'entraves à la circulation, lesquelles évolueront selon les différentes phases du projet. Les fermetures complètes ou partielles, principalement en soirée et durant la nuit, sont à prévoir. La phase 1 d'une durée estimée de 5 semaines entraînera la fermeture complète de l'autoroute 15 en direction sud entre le kilomètre 68,5 et 66,5. Durant cette période, la circulation sera déviée sur la chaussée opposée avec maintien d'une voie disponible dans chaque direction. La phase 2, prévue pour une durée d'environ 3 semaines, occasionnera la fermeture d'une seule voie sur l'autoroute 15 en direction sud. Afin de planifier adéquatement leur déplacement, les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement l'état de la circulation sur le site web 511. En cas de besoin, les détours suivants sont recommandés. Les automobilistes circulant sur l'autoroute 15 en direction nord sont invités à emprunter la sortie numéro 45, puis à suivre les indications pour joindre la route 117 en direction nord jusqu'à Sainte-Adèle.
Ceux circulant en direction sud peuvent utiliser la sortie numéro 86, puis continuer sur la route 117 en direction sud jusqu'à Sainte-Adèle. Par ailleurs, les véhicules dont la hauteur excède 4,2 mètres circulant sur la route 15 en direction nord devront obligatoirement emprunter un détour adapté qui sera en place pour toute la durée des travaux. Le ministère rappelle l'importance de respecter la signalisation temporaire afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route ainsi que celle des travailleurs et travailleuses présents sur le chantier. Le conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs souhaite mettre en lumière certaines décisions prises lors de sa séance ordinaire de mars 2025. D'abord, une aide financière de 1 000 $ est octroyée à l'amicale et de 3 000 $ à la Maison de la famille. Le conseil a également convenu d'un financement temporaire pour des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 millions de $ pour des travaux municipaux à divers endroits de la municipalité. Ce montant permettra à la municipalité de procéder à des travaux de voirie pour la réfection et la construction de chemins sur le territoire. Le chantier planifié pour 2025 est le chemin des Pinsons. Aussi, la municipalité souhaite effectuer un emprunt pour réaliser une étude d'évaluation de la sécurité du barrage du lac Parent, dont la somme évaluée est de 128 000 $. Également, depuis l'événement de participation citoyenne d'octobre dernier, sur le projet de l'hôtel de ville et de l'espace bibliothèque, la municipalité a tenu un délai pour la subvention du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Ce sursis a permis de demander des précisions supplémentaires aux architectes. Plus les demandes sont nombreuses, plus le temps nécessaire pour obtenir les nouveaux documents augmente, chaque ajustement impliquant de nouveaux paramètres à considérer. Afin de s'assurer de respecter les délais, la municipalité lancera un appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville ainsi que pour l'analyse des matériaux pouvant contenir de l'amiante. Ces démarches resteront conditionnelles au financement du projet. La municipalité tient à féliciter Marie-Christine L'Espérance, anciennement adjointe, qui accède au poste de coordonnatrice au loisir, à la culture et à la vie communautaire. Forte d'une riche expérience dans le domaine, elle possède toutes les compétences requises pour ce rôle. À l'issue du processus de dotation mené conformément à la politique de dotation de la municipalité, c'est donc elle qui assurera ses fonctions. Le conseil municipal soutient la MRC des Laurentides qui souhaite déposer la candidature de Mont-Tremblant pour accueillir la 4e édition du Sommet international d'innovation en ville médiane à l'automne 2026. Il s'agit d'un événement tenu en alternance entre la France et le Québec qui vise à promouvoir l'innovation dans le milieu municipal et plus particulièrement dans les villes médianes. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides est en cours de formation de son nouveau conseil d'administration d'établissement. Dans ce contexte, des personnes issues de divers milieux possédant des expertises complémentaires et désireuses de contribuer à l'amélioration des soins de santé et des services sociaux dans la région des Laurentides sont activement recherchées. Un appel de candidature est donc présentement en cours et se poursuivra jusqu'au 7 avril afin de pourvoir plusieurs postes au sein du conseil. Le CI3S de Laurentides souhaite recruter des candidats qui possèdent une bonne connaissance du système de santé québécois et qui présentent des compétences dans différents domaines, notamment les organismes communautaires, le milieu des affaires, la gouvernance, la gestion de la performance, la qualité, l'éthique, la gestion des risques, les finances, la comptabilité, les ressources humaines ainsi que la gestion des ressources immobilières ou informationnelles. Les personnes retenues entreront en fonction au cours de l'été 2025 et les personnes intéressées à poser leur candidature ou à obtenir plus de renseignements sont invitées à consulter la page dédiée à la mise en place du conseil d'administration sur le site web du CI3S de Laurentides. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laurentides, en collaboration avec le CHSLD privé conventionné Louise Faubert, annonce avec fierté l'ouverture du Café L'Atypique, un café-bistrot à vocation inclusive, inauguré le mois dernier. Ce projet innovant a été conçu afin de permettre à de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme inscrits au programme d'intégration au travail du CI3S de Laurentides de vivre une expérience professionnelle enrichissante et valorisante en participant à l'exploitation quotidienne du café. Le Café L'Atypique constitue un espace de rencontre chaleureux, favorisant les échanges et la création de liens intergénérationnels entre les résidents du CHSLD, leurs proches et les jeunes travailleurs du programme. En plus de contribuer à la socialisation et à la qualité de vie au sein de l'établissement, ce lieu permet de normaliser le milieu de vie des aînés tout en mettant en valeur la diversité et l'unicité de chacun. Les visiteurs peuvent y déguster une variété de cafés, de boissons spécialisées et autres breuvages. Ceux-ci sont offerts gratuitement aux résidents du CHSLD Louise Faubert ainsi qu'à leurs familles en reconnaissance de leur présence et de leur participation à cette communauté vivante.
Ce projet incarne une approche humaine et bienveillante des soins de service en intégrant pleinement les dimensions sociales, communautaires et intergénérationnelles au cœur du milieu de vie. Les cas de rougeole continuent d'augmenter dans la région des Laurentides. De plus, des milieux scolaires primaires, secondaires et postsecondaires ont été exposés à la rougeole. Dans ce contexte, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides recommande à la population et particulièrement aux parents d'enfants d'âge préscolaire et scolaire, ainsi qu'aux personnes fréquentant les garderies, les écoles et les cégeps et l'université à procéder à la vérification de leur carnet de vaccination et de se faire vacciner contre la rougeole s'ils ne sont pas adéquatement protégés. Pour vérifier son statut de protection, il est possible de consulter la section « Personnes considérées comme protégées » sur québec.ca/rougeole. En raison de la gravité et la contagiosité élevée de la maladie, lors de la confirmation d'un cas de rougeole dans un service de garde ou un milieu d'enseignement, la Direction de santé publique de Laurentides procède à la vérification du statut vaccinal des personnes fréquentant le milieu et recommande le retrait temporaire des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées afin de les protéger et de limiter la transmission. Dans certains cas, la vaccination pourrait permettre d'éviter ce retrait. La vaccination est offerte dans l'ensemble des points de service locaux de la région. La prise de rendez-vous est accessible en ligne sur clicsanté.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. Selon le calendrier de vaccination du Québec, les enfants reçoivent le vaccin contre la rougeole à 12 et 18 mois. La vaccination est toutefois offerte gratuitement à toute personne née à partir de 1970 qui n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n'a jamais eu cette maladie. Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Des dates et des lieux d'exposition à la rougeole sont identifiés sur québec.ca/rougeole. Les personnes non protégées qui ont fréquenté un de ces lieux à une date identifiée ou qui ont été en contact avec un cas de rougeole doivent s'isoler pour éviter de propager la maladie. Les personnes vulnérables ayant été exposées à la rougeole sont invitées à contacter InfoSanté au 811. Un traitement préventif pourrait être offert afin de diminuer les risques de complications de la maladie. Il est également conseillé de surveiller l'apparition des symptômes suivants pendant 21 jours. La fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite, sensibilité à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps. En présence de symptômes, la Direction de santé publique rappelle qu'il est important de s'isoler à domicile et d'éviter tout contact avec des personnes vulnérables. Si un déplacement pour une consultation médicale est nécessaire, il est recommandé de porter un masque, d'éviter d'utiliser le transport en commun, de contacter la clinique médicale ou tout autre milieu de soins et services avant de se déplacer pour les informer de son état. Si ce n'est pas possible, il est important d'informer le personnel à l'accueil dès son arrivée. À Saint-Hippolyte, l'inscription au camp de jour Les Tortilles approche à grands pas, les places étant limitées. Gagnez du temps dès aujourd'hui et confirmez vos informations de connexion Sport Plus avant la période d'inscription. Pour les résidents, les inscriptions se feront dès le 1er mars à 8h30 et pour les non-résidents, elles se feront dès le 9 avril à 8h30. Les inscriptions se font en ligne via Sport Plus au saint-hippolyte.ca, en personne au Centre des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou encore par téléphone au 450-563-2505 au poste 2231. Prenez en note, l'inscription à la session de cours printanière à Saint-Hippolyte est débutée. Vous pouvez vous inscrire par Internet sur la plateforme Sport Plus, par téléphone au 450-563-2505 au poste 2231 ou en personne au Centre des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Vous pouvez consulter la programmation sur le site web de la municipalité de Saint-Hippolyte. La Ville de Mont-Tremblant informe la population qu'une partie de la rue Limoges sera fermée à la circulation dès le début du mois d'avril pour une durée d'environ 1 mois. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote visant à analyser la circulation de transit dans ce quartier résidentiel situé près de la zone scolaire et d'évaluer les impacts sur la fluidité et la sécurité routière. Les données de circulation recueillies serviront à orienter les futures décisions en matière d'aménagement urbain dans ce secteur. Une signalisation conforme au Code de la sécurité routière sera mise en place afin d'assurer une circulation sécuritaire aux abords de la zone concernée. La Ville invite les usagers et usagères de la route à respecter la signalisation et à prévoir des itinéraires alternatifs pendant cette période. Revenez-nous après la pause. Du 10 au 20 avril, découvrez Curie Mercure Expose, une exposition mettant en lumière les talents des écoles de l'école secondaire Curie Mercure des niveaux 1 à 5 et du programme d'adaptation scolaire. Présentée à la salle Alphonse Desjardins du 10 au 20 avril, cette sélection d'œuvres témoigne de la créativité des adolescents, du territoire et de la communauté et de leur vision de l'art et du monde qui les entoure. La population est invitée à aller admirer leur travail, réalisé à partir de techniques et de médiums variés.
La Ville est fière de leur offrir cette vitrine et tient à féliciter les élèves ainsi que les enseignantes Marianne Despart, Pierrette Saint-Germain et Nathalie Duperron pour leur engagement dans ce projet. Le public est également invité au vernissage de l'exposition le jeudi 10 avril de 17h à 19h. Les forêts et les cours d'eau jouent un rôle bien plus important que leur simple beauté. Ils régulent le climat, limitent les inondations et préservent la biodiversité. Pour sensibiliser la population à leur importance et aux moyens de les protéger, la Ville de Mont-Tremblant organise une conférence gratuite en collaboration avec Éco-Corridor Laurentien. L'événement aura lieu le jeudi 10 avril à 19h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville et sera également diffusé en direct sur le web. Parmi les sujets abordés, il y aura le rôle crucial des corridors écologiques et leur impact sur la faune et la flore, l'importance de préserver les milieux naturels des Laurentides et les options de conservation volontaire pour les propriétaires de terrains boisés. Les citoyens intéressés doivent réserver leur place en ligne sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. Une période de questions sera prévue pour les participants sur place et en ligne. Rendez-vous le 10 avril à 19h pour en apprendre davantage sur la préservation des écosystèmes. La Ville de Saint-Sauveur s'apprête à donner la parole à ses citoyens avec le lancement prochain de son budget participatif. Une somme de 260 000 $ réservée pour ce projet, permettant aux résidents de proposer et de voter pour des initiatives qui façonneront leur communauté. Mais qu'est-ce qu'un budget participatif? Il s'agit d'un processus démocratique où les citoyens décident directement de l'utilisation d'une partie du budget municipal. Cette démarche favorise la transparence, la participation citoyenne et permet de répondre plus efficacement aux besoins locaux. À titre d'exemple, parmi les projets qui pourraient être proposés, on retrouve la création d'une murale collective pour embellir le centre-ville, l'installation de panneaux solaires sur le toit d'une école, la modernisation de la bibliothèque publique, l'aménagement d'une via ferrata sur la paroi du Cap Monsun, l'organisation d'un marché de Noël ou encore, en hiver, et des marchés publics en été. Les citoyens de Saint-Sauveur pourront bientôt soumettre leurs idées et voter pour leurs préférences. Restez à l'affût sur la page Facebook de la Ville et le site vss.ca pour ne rien manquer du lancement de la consultation à ce propos. La Ville de Saint-Sauveur amorcera ce printemps la deuxième phase de la réfection du chemin du lac Miette, un axe stratégique pour les résidents et les commerçants du secteur. Cette ultime étape vient compléter un projet d'envergure visant à améliorer la qualité de vie des usagers. Contrairement à la première phase qui impliquait des travaux lourds et prolongés, cette deuxième portion des travaux se concentrera sur des interventions ciblées afin d'assurer la sécurité et l'esthétisme du chemin. Parmi les améliorations prévues, il y a l'ajout d'une deuxième couche de pavage pour uniformiser et renforcer la chaussée, l'installation de passages en pavé unis aux intersections névralgiques pour sécuriser les déplacements des piétons, l'aménagement de zones paysagères afin de verdir et embellir le secteur commercial, le marquage au sol pour assurer une signalisation claire et efficace. Les citoyens et les commerçants peuvent se rassurer, les fermetures de rue seront courtes et limitées à un jour maximum lorsque nécessaire. En dehors de ces périodes, la circulation sera maintenue pour minimiser les inconvénients. La Ville prévoit informer à l'avance les commerçants des fermetures temporaires et maintiendra en fonction la ligne téléphonique mise en place lors de la première phase pour répondre aux questions et préoccupations. Avec cette dernière phase, la Ville finalise un chantier qui transformera le chemin du lac Miette en un boulevard urbain moderne, plus sécuritaire et adapté au transport actif. La fin des travaux approche, promettant une circulation plus fluide et un cadre de vie embelli. Restez informés de l'évolution du projet via les canaux de communication de la Ville de Saint-Sauveur. À Prévost, les éco-jardiniers sont à la recherche de citoyens enthousiastes et engagés pour rejoindre leur équipe. Que vous soyez un jardinier chevronné ou simplement curieux de découvrir le monde du jardinage, la Ville de Prévost vous invite à vous joindre à ce projet de jardin collectif. Si vous êtes curieux ou curieuse, écrivez à écojardinier.prévost@gmail.com. Le pissenlit est l'une des premières sources de nourriture pour les insectes pollinisateurs et est essentielle à leur survie. Ce printemps, la Ville de Prévost vous met au défi de retarder la tonte des pissenlits sur votre terrain afin de leur donner un petit coup de main. De son côté, la Ville repoussera la tonte tout le mois de mai sur certaines portions de ses terrains municipaux. Les citoyens et commerçants sont eux aussi invités à emboîter le pas et à participer à cette initiative environnementale. Dès le 1er avril, des affichettes à l'effigie du défi pissenlit seront distribuées gratuitement à l'Hôtel de Ville, à la Bibliothèque municipale et au Bureau du service de l'environnement. Les participants au défi pourront ainsi afficher fièrement leur appui au mouvement. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.